Merci d'être avec nous, Xavier Iacovelli. Vous nous accompagnez pendant cette première demi-heure, élu des Hauts-de-Seine, vice-président du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. C'est le groupe des sénateurs de la majorité présidentielle. On va évidemment commencer en parlant de la réforme des retraites. Selon les sondages, une majorité de Français sont contre. Et ce matin, à Rungis, Emmanuel Macron a dit s'en remettre au bon sens des Français, disant que dans l'ensemble, les gens savent qu'il faut travailler un peu plus longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de déconnexion de la part du président de la République ? Non, parce que je pense qu'il a raison. C'est que lorsqu'on demande des efforts supplémentaires aux Français, bien sûr que, même nous les premiers, on n'a pas forcément envie de travailler plus longtemps. Et après, on est tous conscients qu'on ne peut pas résister aujourd'hui à la baisse de la démographie de notre pays. Il faut juste rappeler des chiffres. Dans les années 70, nous avions 3 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7 actifs pour un retraité. Et si on ne fait rien, demain, ça sera 1,2 actifs pour un retraité. Donc on voit bien que le système est déséquilibré et que le risque, ce n'est pas à court terme, mais le risque, c'est que notre système par répartition, celui qui a été fondé et qui est le fondement même de notre modèle social, s'écroule complètement parce que déséquilibré financièrement. Mais sauf que les Français, vous avez l'impression qu'ils l'entendent, ça ? Est-ce que vous pouvez faire cette réforme contre les Français ? Je pense qu'ils l'entendent. Qu'ils ne soient pas d'accord pour travailler plus longtemps, c'est une évidence. On n'est pas dans le déni. On entend ce que les Français disent. Mais ils sont aussi conscients que demain, si nous n'avons pas de système par répartition, de retraite par répartition, c'est la retraite par capitalisation qui va arriver. Et la retraite par capitalisation, c'est quoi ? C'est ceux qui ont les moyens tout au long de leur vie de mettre de l'argent de côté pour leur retraite pourront le faire. Et ceux qui n'ont pas les moyens seront dans la pauvreté, et on le voit dans un certain nombre de pays par capitalisation. Moi, je ne suis pas sûr aujourd'hui que le modèle anglo-saxon soit le meilleur, et c'est pas celui en tout cas que les Français veulent. Le texte n'a pas été voté à l'Assemblée nationale, l'article 7 n'a même pas été examiné. C'est un échec pour la majorité présidentielle ? Non, je pense que c'est un échec avant tout de l'opposition, et d'ailleurs les syndicats l'ont bien répété. Les syndicats poussaient aussi les élus de la majorité et de l'opposition à aller jusqu'au vote de ce texte, au vote de cet article 7, et je pense que c'est un échec avant tout de l'opposition qui a voulu faire de l'obstruction avant même de débattre sur des sujets majeurs. Je pense que les Français ont envie de voir aussi les députés, les positions des députés et des parlementaires en général sur un sujet aussi majeur que celui de la réforme des retraites. Nous poussions au sein de la majorité présidentielle par l'intermédiaire à la fois du gouvernement mais aussi de la présidente du groupe majoritaire Aurore Bergé. Nous demandions effectivement d'accélérer, mais lorsque la NUP a déposé 18 000 amendements sur les 20 000 que comprenait ce projet de loi, on voit bien qu'il y avait une volonté d'obstruction, les rappels au règlement à répétition. Vous mettez toute la NUP dans le même sac ? Alors, je ne mets pas toute la NUP dans le même sac, parce qu'effectivement, je vois que les socialistes et une grande partie des écologistes ont voulu jouer le jeu et ont retiré des amendements. Les communistes également. Et les communistes, pardon, oui, tout à fait, les communistes également. Mais on voit bien que la LFI, qui est le premier groupe de la NUP, avait une volonté d'obstruction et organisait en fait les débats pour qu'on n'arrive pas jusqu'au vote de cet article 7 et que le vote de la loi en général. Vous l'auriez remporté, le vote de cet article 7 ? Vous n'aviez aucun doute là-dessus ? Moi, j'ai aucun doute sur la capacité pour la majorité présidentielle à avoir du bon sens et à faire en sorte que et les Républicains et les indépendants et bien sûr les groupes de la majorité présidentielle puissent aller dans cette volonté d'équilibre, encore une fois, de notre système de retraite par répartition. Le texte va arriver au Sénat la semaine prochaine. Vous pensez qu'au Sénat, il y aura la place pour un débat de fond ? Je pense que déjà, historiquement, au Sénat, on corrige souvent les excentricités de l'Assemblée nationale. On est dans une sagesse et on est moins dans la posture politicienne. Et donc, les débats de fond vont s'organiser. Ça a déjà commencé avec un certain nombre d'auditions. On a aussi eu des débats au sein de la Commission des affaires sociales, notamment. Donc, moi, je crois vraiment au débat parlementaire. Je pense un vote de l'article 7, ici ? Je le souhaite et je pense qu'on peut y arriver si, effectivement, les groupes d'opposition, et notamment sur la question, sur la gauche de l'hémicycle, ne jouent pas l'obstruction. Mais je pense que vraiment la position aujourd'hui des syndicats qui demandent ce débat et qui demandent ce vote vont aussi convaincre notamment le président Caner qui était plutôt tenté sur une obstruction et un ralentissement des débats. Je pense qu'il risque d'être convaincu par les syndicats d'aller jusqu'au vote. Jusqu'au vote final ? Ou jusqu'au vote de l'article 7 ? Ou vous pensez que le débat ira jusqu'au bout et jusqu'au vote final ici ? Mais quel est l'intérêt ? Aujourd'hui, on ne peut pas être parlementaire et se dire qu'on ne veut pas voter une loi et qu'on fait de l'obstruction. Si on croit à l'utilité du Parlement, il faut qu'on ait le débat qui peut bien sûr montrer des désaccords, et il y aura des désaccords,
Mais quel est l'intérêt d'un parlementaire si on ne va pas jusqu'au vote d'un article et jusqu'au vote de la loi? C'est notre rôle, c'est pour ça que l'on a été élus, c'est pour ça que les Français nous ont élus et nous ont fait confiance, et donc il faut qu'on aille jusqu'au bout. Est-ce que votre groupe, le groupe RDPI, va déposer des amendements? Est-ce qu'il y a des choses à corriger dans ce texte selon vous? Mais il y a des choses à corriger, il y a des choses à améliorer, parce que le débat quand même, le peu de débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, en tout cas quand on était sur des débats de fond, il y a eu des améliorations, et donc tout ça n'a pas forcément été repris, puisque c'était le texte initial qui est ressorti, puisqu'il n'y a pas eu de vote. Donc je pense qu'il y a des éléments nouveaux à reprendre sur la question de la pénibilité, sur la question de l'index senior. Moi, je suis très attentif aussi sur... Vous souhaitez qu'il soit réintégré dans le texte, l'index senior? Je souhaite qu'il soit réintégré dans le texte à titre personnel. On aura la discussion, bien sûr, en groupe. Moi, j'ai la chance d'être chef de file sur ce texte avec Martin Lévrier pour le groupe RDPI. On portera un certain nombre d'amendements. Et puis aussi, au-delà des amendements, il y a aussi des débats sur lesquels on doit porter la position de la majorité présidentielle au sein. Je vous dis encore une fois sur la question de la pénibilité, sur la question de l'index senior, sur la Qu'est-ce que vous allez faire sur la pénibilité? Renforcer, réintroduire des critères? Les critères déjà qui sont dans le texte initial, je pense que c'est important. Sur la question aussi des charges lourdes, voilà, il y a un certain nombre d'outils qui ont été proposés, qui ont évolué aussi dans le débat parlementaire et qu'il va falloir continuer et intégrer. Il y a aussi des questions sur les carrières longues. Le groupe Horizon, vendredi, à quelques heures de la fin de l'examen du texte, à l'Assemblée nationale, a déposé un amendement pour dire que les Français qui sont dans un dispositif carrière longue ne doivent pas travailler plus de 43 ans, quel que soit l'âge auquel ils ont commencé à travailler. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est un sujet qui effectivement traverse la majorité présidentielle. On demande des efforts, mais effectivement, il faut que les efforts soient partagés. Et lorsqu'on a travaillé plus longtemps, quand on a commencé sa carrière tôt, c'est aussi normal qu'on puisse partir plus tôt. C'était d'ailleurs dans le texte initial du gouvernement, porté par Olivier Dussopt. Il y a eu des avancées, notamment entre la commission à l'Assemblée nationale et l'hémicycle, et notamment l'engagement de la Première ministre sur les carrières longues en dessous de 21 ans, donc entre 20 et 21 ans. On voit bien qu'on était sur 43 annuités. Donc maintenant, je pense que le débat... Mais pas pour tout le monde. Là, le problème, c'est que vous avez commencé à 16 ans, vous avez travaillé 44 ans, à 17 ans 43, à 18 ans 44. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il faut dire plus personne ne travaille plus de 43 ans? À titre personnel, je pense qu'il faut évoluer, il faut qu'on voit l'équilibre. Mais effectivement, il faut qu'on ait une ligne rouge sur cette question de la réforme des retraites. C'est quoi la ligne rouge? C'est l'équilibre budgétaire. C'est faire en sorte que demain, nous puissions financer les retraites, aujourd'hui que nous financions les retraites de nos retraités actuellement, et que demain, nous puissions pérenniser ce système de retraite sans baisse du pouvoir d'achat des retraités. Donc, il faut un équilibre budgétaire. Si nous engageons effectivement à avoir une uniformité sur les 43 annuités, il faut bien qu'on trouve des recettes supplémentaires autre part ou des dépenses sociales. Et ça peut être où? Et donc, c'est tout le débat parlementaire que nous allons mener à la fois en commission et dans l'hémicycle qui nous permettront d'avancer là-dessus. Est-ce que ça signifie que le fait que le groupe Horizon, qui appartient à la majorité présidentielle, dépose cet amendement, qu'il y a des fissures au sein de la majorité? Mais il n'y a pas de fissure au sein de la majorité. On est tous d'accord sur l'objectif. Après, qu'il y ait des débats... Enfin, le rôle d'un parlementaire, c'est de proposer. On n'est pas des Playmobil, comme on a pu nous accuser à un moment. Donc, on est là pour proposer, on est là pour débattre. Et je pense que c'est tout à fait sain, aujourd'hui, que les partis de la majorité puissent faire des propositions. Et ensuite, c'est l'ensemble de la majorité présidentielle et de la majorité parlementaire qui pourra effectivement valider ou non les propositions. Vous êtes membre du groupe d'études sur le handicap ici au Sénat. Est-ce que vous soutenez Bruno Retailleau qui dit qu'il faut une pension de réversion pour les enfants handicapés? Je pense qu'effectivement, il faut avancer là-dessus. C'est une bonne proposition. Moi, je porte ces questions sur le handicap. Je pense qu'il faut revoir aussi sur la question des adultes handicapés, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus les parents, les adultes handicapés se retrouvent seuls et la question de la pension de réversion, effectivement, est un bon moyen peut-être d'accompagner ces adultes handicapés. Et donc, je pense que le débat va être intéressant et s'il est mené dans l'hémicycle, je pense que je le soutiendrai. En tout cas, on aura le débat. Le gouvernement est aussi très attentif à ces questions-là. Moi, j'en ai parlé plusieurs fois avec le ministre Dussopt et je pense qu'il est très attentif aussi aux différentes propositions. Donc je pense que la proposition de M. Retailleau, du président Retailleau, va dans le bon sens. Un dernier mot, puisqu'en plein examen du texte au Sénat, le 7 mars, les syndicats appellent à mettre la France à l'arrêt. Le 9 mars, il y aura un mouvement de la jeunesse. Ça vous inquiète ?
On n'est jamais heureux de voir la France à l'arrêt. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça soit la proposition. Qu'il y ait des manifestations, c'est tout à fait légitime. Moi, je défends le droit de grève. Et d'ailleurs, je me suis exprimé sur votre plateau contre la proposition de limiter ce droit de grève. Mais maintenant, il faut aussi que le débat parlementaire puisse avoir lieu. On va arriver au Sénat dans l'hémicycle à partir du 2 mars. Il faut que le débat puisse avoir lieu. Il faut qu'on puisse aller jusqu'au vote. Et ensuite, il faut pouvoir l'appliquer et convaincre les Français que cette réforme est nécessaire. On va parler d'un autre sujet avec nos partenaires de la presse régionale, de la Convention citoyenne sur la fin de vie, puisqu'il y a eu un premier vote dimanche. Pour en parler, on va à Montpellier, où on retrouve Vincent Coste. Bonjour Vincent, merci beaucoup d'être avec nous. Vincent, journaliste Midi Libre. Et Vincent, vous revenez dans vos pages sur ces travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Oui, tout à fait. Ces travaux, 180 personnalités, personnes de la société civile, donc qui ont travaillé sur cette question très, très sensible et qui sont arrivés effectivement à cette conclusion, à une grande majorité, pour 80% d'entre eux, que le cadre actuel posé par la loi Klein-Leonetti n'était pas suffisant, qu'il fallait aller de l'avant. Ont été mis sur la table les questions d'euthanasie, de suicide assisté. La présidente de cette commission a évoqué un tournant. Je souhaitais demander aux sénateurs aujourd'hui présents sur votre plateau, qui représentent la majorité, justement, à la fois son avis sur ce travail et sur le rendu de les conclusions de cette consultation citoyenne, s'il était en phase avec ces conclusions et surtout s'il considérait qu'on était à un tournant, qu'effectivement, on ne pouvait plus rester en l'état, qu'effectivement, il fallait envisager une évolution du cadre juridique actuel. Bonjour. Écoutez, moi, je vais vous répondre à titre personnel et aussi au nom du parti politique dans lequel j'appartiens. À titre personnel, moi, c'est un combat qui m'est cher depuis le début de mon mandat, depuis 2017. C'est vraiment une question sur laquelle je me suis engagé. J'ai toujours soutenu cette aide active à mourir, cette aide à mourir dans la dignité. Et donc, c'était un combat que je menais avec une amie qui m'était très chère, Chantal Mémon, qui nous a quittés cette année et qui était vice-présidente de notre parti Territoire de Progrès et qui menait ce combat. Et depuis 2019, nous avons effectivement pris l'engagement à Territoire de Progrès, donc cette composante de la majorité présidentielle avec Renaissance, de porter ces propositions. Et donc, il y avait à la fois une attente forte des Français, et qui s'est d'ailleurs concrétisée dans cette convention citoyenne. Et je pense à une nécessité aussi que la représentation nationale et le pouvoir politique puisse se saisir de cette question. Et moi, je salue la décision du président de la République de lancer cette convention citoyenne, non pas seulement s'appuyer sur des sondages qui étaient effectivement très favorables. 86% des Français étaient favorables à cette question d'aider à mourir dans la dignité, mais aussi s'appuyer sur des faits réels. Et donc, avec la ministre Firmin Lebaudot, qui fait aujourd'hui le tour d'Europe avec un certain nombre de parlementaires dont je fais partie, pour voir les législations, les évolutions des autres pays, de nos pays voisins, il y a aussi cette volonté d'accompagner à la fois le réel accompagnement, et on a une vraie question aussi sur les soins palliatifs dans notre pays. 26 départements, je rappelle, 26 départements métropolitains n'ont pas d'unité de soins palliatifs. C'est une catastrophe dans notre pays, et donc il faut à la fois mettre les moyens, et il y a une volonté de la ministre Firmin Lebaudot pour mettre une vraie stratégie à partir du mois de juin sur la question des soins palliatifs, et quelque chose qui n'est pas en opposition, mais le fait d'accompagner aussi cette aide active à mourir dans la dignité. Je pense que c'est une bonne mesure. Il va falloir maintenant le transcrire à l'échelle législative, et ça, c'est tout le débat, toute la responsabilité maintenant des parlementaires que nous sommes. Et en tout cas, moi, à titre personnel, c'est quelque chose que je suivrai fortement et que je soutiendrai et que je déposerai si nous n'avons pas au bout. D'accord. On sait justement, vous évoquez votre position personnelle, mais on sait que ces positions vont souvent au-delà des clivages politiques traditionnels. Vous avez parlé de ce qu'il en était pour votre formation, pour Territoire de Progrès, mais dans la majorité en général, dans le bloc majoritaire
En général, cette opposition est partagée? Ça fait l'unanimité ou au contraire, il y a des lignes de fracture possibles? Mais comme pour tous les sujets qui touchent à l'intime, ça dépasse les clivages politiques. Encore une fois, comme c'est une question très personnelle, sociétale, je pense que la liberté de vote doit aussi, et la liberté de conscience doit pouvoir s'exprimer, et c'est normal. Il n'y a pas forcément une unanimité chez les Républicains, il n'y a pas forcément une unanimité dans la majorité présidentielle, il n'y a pas forcément d'unanimité aussi à gauche, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse écouter aussi à la fois l'attente des Français, l'évolution aussi de la société, qu'on n'en est pas non plus un village gaulois, donc il faut voir aussi l'évolution législative dans les pays voisins, les pays européens, et donc avancer sur cette question qui est nécessaire. Aujourd'hui, il n'est plus possible que lorsque... Moi, je crois à la liberté. Je crois à la liberté de choisir sa fin de vie et je crois à cette liberté de ne pas mourir aussi seul. Et c'est malheureusement ce qui se passe trop souvent quand on est obligé d'aller dans d'autres pays européens pour choisir de mourir dans la dignité. Et donc toute cette évolution législative doit aboutir et je pense qu'on arrivera à trouver une large majorité parlementaire sur ce sujet. Merci Vincent Coste, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une du Midi Libre aujourd'hui. Une France bientôt obèse, c'est la question à la une de votre journal. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous. On passe à l'actualité, votre actualité au Sénat, Xavier Iacovelli, puisque vous avez déposé une proposition de loi pour immatriculer vélo et trottinette. On en parle tout de suite avec Alex Poussard. Bonjour. Quelle entrée, Bonjour. Mais quelle entrée Alex. Ah, c'est original. C'est original. Et si vous êtes venu en trottinette, Alex, c'est pas pour rien. Alors, je suis venu en trottinette pour bien incarner votre proposition de loi, Xavier Iacovelli, puisque votre texte prévoit de rendre obligatoire un certificat d'immatriculation pour les trottinettes électriques, les vélos électriques et plus généralement les engins personnels motorisés. Ça peut comprendre les monoroues, les gyroroues, encore les overboards. Vous savez, Oriane, hein, ces planches sur deux roues qui avancent toutes seules. Faudra essayer. Il faut s'entraîner. Alors, quel est l'objectif de votre proposition de loi? Eh bien, d'abord, de mieux contrôler ces véhicules, de responsabiliser les utilisateurs, d'identifier également ces trottinettes électriques pour éviter qu'elles soient abandonnées bien sur la voie publique et puis donner un moyen supplémentaire aux forces de l'ordre pour réguler un peu ce que certains appellent la jungle des trottinettes électriques en ville. Et Alex, est-ce qu'aujourd'hui cet usage des trottinettes est déjà encadré par la loi? Alors c'est déjà encadré. Depuis 2019, il y a un décret qui régule l'utilisation des trottinettes. Il fixe à 12 ans l'âge minimum de conduite, limite leur vitesse à 25 km/h et puis il interdit la circulation sur les trottoirs ou rend obligatoire la présence de feux de position sur ces engins. Mais malgré cet encadrement, il y a quand même beaucoup de dérives et puis aussi des accidents mortels chaque année, notamment en France, une trentaine d'accidents mortels en 2022. Oui, Alex, à cause de ces dérives et de ces accidents, la mairie de Paris va proposer aux habitants d'interdire les trottinettes en libre service. Et oui, la maire de Paris, Anne Hidalgo, organise une consultation citoyenne pour voir si les Parisiens sont favorables à l'interdiction pure et simple des trottinettes électriques en libre service à Paris. D'autres grandes villes l'ont déjà fait, comme Barcelone et Montréal, qui ont interdit ces engins motorisés. Lisbonne a divisé leur nombre par 2, limité leur vitesse à 20 km/h. Et des villes comme Stockholm et Oslo sont aussi sur la voie de mesures restrictives comme celle-ci. Xavier Iacovelli, en quoi interdire purement et simplement la trottinette en libre service à Paris, ce serait une fausse bonne idée? Déjà, moi je pense que quand on ne sait pas gérer, on interdit. Et je pense que c'est difficile aujourd'hui d'assumer une impuissance publique, une impuissance du pouvoir politique, alors même que cette forme de mobilité douce a été promue fortement par la mairie de Paris. Et moi, je suis favorable, encore une fois, à ces mobilités douces. Ça va dans le bon sens. C'est une demande à la fois des citoyens. C'est une ville comme Paris. C'est une ville très touristique et donc qui accueille énormément de touristes qui utilisent aussi ces trottinettes électriques en free floating. Et donc, je ne pense pas que la solution soit d'interdire. Je pense qu'il faut réguler, il faut réorganiser le partage de l'espace public. Je note juste d'ailleurs que vous êtes venu en trottinette non motorisée. Elle n'est pas motorisée, c'est plus pratique. Et donc, vous ne serez pas concerné par cette proposition de loi et cette immatriculation obligatoire. L'idée est quoi? Et de faire en sorte à la fois de responsabiliser les utilisateurs de ces engins, parce que, en fait, on le voit bien, aujourd'hui, quand on est en vélo électrique,
quand on est en trottinette électrique, on pense être au-dessus des règles du code de la route. Ben oui, mais quand on est en vélo électrique ou en trottinette électrique, oui, on respecte, on s'arrête au feu rouge. C'est juste c'est une question de bon sens en fait. C'est même pas, on n'est pas là pour réinventer l'eau chaude. Il est question de bon sens et il est question de donner aussi la possibilité à nos forces de l'ordre, aux élus locaux qui sont très demandeurs, encore une fois, de régulation de cette utilisation de mobilité douce, de leur donner les moyens d'agir sur le terrain. Et donc l'immatriculation n'est pas la solution miracle pour baisser l'accidentologie, mais c'est un moyen d'action pour réguler, responsabiliser, parce que je rappelle encore une fois que ceux qui sont les premières victimes de ces engins, c'est les utilisateurs eux-mêmes. Vous parliez effectivement une trentaine en 2022, mais on est une évolution, c'est-à-dire il y en avait 7 en 2020, 22 en 2021, on est une trentaine en 2022. Rien que dans mon département, sur 18 décès d'accidents de la route, 3 étaient dus à des trottinettes électriques. Donc on voit bien qu'il y a un besoin aujourd'hui de sécuriser, de protéger ces utilisateurs et de faire en sorte aussi de repartir sur la base de ce qu'était la loi Badinter, c'est-à-dire le piéton a toujours raison et le piéton doit être aussi protégé. Et on voit bien que l'utilisation des trottinettes électriques et des vélos électriques peut aussi provoquer un certain nombre d'accidents mortels ou de blessés. Je rappelle 6000 blessés rien que sur Paris, Lyon, Marseille en 2022 et notamment des piétons. Justement, sur cette question de la sécurité, est-ce qu'il faut aller vers un port du casque obligatoire pour ces engins motorisés, comme le port de la ceinture de sécurité est obligatoire ? Alors moi, je n'ai pas souhaité le mettre dans la proposition de loi. Pourquoi ? Parce qu'en déposant cette proposition de loi, ça nous permet d'ouvrir le débat. Et dans le cadre d'une proposition de loi, par voie d'amendement, il y a la question effectivement du casque obligatoire qui pourrait aboutir. Il y a la question de l'assurance aussi personnelle sur l'utilisation de ces engins. Ce n'est pas d'ailleurs uniquement les trottinettes en libre service, c'est aussi les trottinettes personnelles motorisées que nous pouvons acheter et qui peuvent aller jusqu'à 25 km/h. Donc ce n'est pas anodin en fait comme vitesse. Et donc effectivement, je pense que le débat parlementaire doit pouvoir aboutir à un certain nombre de questions d'encadrement, de régulation et de protection avant tout des utilisateurs. Il y a beaucoup de jeunes qui utilisent ces engins motorisés. Est-ce qu'il faut aller aussi vers une question et un système de formation pour pouvoir les utiliser, formation à ces engins et aux règles qui sont en vigueur et qui ne sont pas forcément connues des jeunes ? Quand des jeunes utilisent, par exemple, des scooters de moins de 50 cm3, il y a bien une formation initiale. Et donc, oui, peut-être qu'il faut aller jusqu'au bout. La législation qui permettait d'interdire à moins de 12 ans l'utilisation de ces véhicules, peut-être doit aussi renforcer l'utilisation. On a aussi une interdiction d'avoir deux personnes sur une trottinette. Et pourtant, on le voit dans nos villes aujourd'hui que, notamment les jeunes, utilisent à deux. Et donc, c'est extrêmement dangereux, ces trottinettes. Donc oui, il faut évoluer. Et moi, je crois au débat parlementaire. Et je pense qu'on pourra avoir un débat de qualité, un débat de fond avec les élus locaux notamment. Moi, avant de cette proposition de loi, j'ai fait le tour aussi d'un certain nombre de maires qui sont demandeurs d'avoir une législation plus renforcée pour protéger et partager l'espace public. Et justement, un dernier mot là-dessus, Alex, sur le débat. Et oui, est-ce que vous savez déjà quand va être examinée au Sénat votre proposition de loi et comment elle est accueillie a priori par la majorité de droite du Sénat ? Alors, elle est déjà co-signée par un certain nombre de parlementaires. Quand je l'ai proposée à co-signature sur tous les bancs de notre hémicycle, il y a eu une très bonne réception. Donc, on voit bien que ça dépasse les clivages partisans, y compris dans mon département, des maires qui ne sont pas de ma formation politique soutiennent cette proposition. Je sais que le ministre des Transports, Clément Beaune, y est très favorable et veut avancer dès le mois de mars sur la question des mobilités douces. Et donc, peut-être qu'on n'arrivera pas sur un point de vue législatif, peut-être que la question réglementaire pourrait régler cette question-là avant même l'été. Mais dans tous les cas, si on ne va pas sur quelque chose de réglementaire qui vient de la part du gouvernement, nous pourrons peut-être... nous avons une niche parlementaire au mois de juin et j'espère pouvoir l'inscrire avant l'été sur cette niche parlementaire. Merci Alex. Vous repartez en trottinette ? Voilà, c'est ça. Bah ouais, en toute sécurité. On va voir ça, en toute sécurité. On vous regarde partir, Alex. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Alex. Un dernier mot sur les sénatoriales, Xavier Iacovelli, puisque vous faites partie des départements renouvelables. Vous serez candidat tête de liste ?
Je suis candidat aujourd'hui investi par le parti Renaissance, oui, effectivement. Ce sera une liste Renaissance ou une liste Renaissance Horizon Modem? Moi, je souhaite que ce soit une liste majorité présidentielle. Aujourd'hui, on a tout intérêt à se rassembler. On travaille ensemble depuis 2017. On a fait toutes les élections en commun et c'est aujourd'hui la volonté à la fois du président de la République et des présidents des différentes formations de la majorité présidentielle. Donc oui, nous irons en tout cas sur une recherche sur l'ensemble des départements à avoir des listes communes de la majorité présidentielle et même élargir, parce que la question sénatoriale, ce n'est pas seulement une question d'étiquette politique, c'est une question aussi de personnel sur les territoires et de rassemblement le plus large possible. Un dernier mot, est-ce que vous souhaitez briguer la présidence du groupe à la suite de François Patriat? Non, je pense que la question ne se pose pas. Je suis vice-président du groupe majorité présidentielle au Sénat. J'ai pleinement confiance au président Patriat. Le président a été élu il y a maintenant un peu moins de 3 ans. Il n'est pas renouvelable en 2023 et donc il a vocation à être notre président en 3 ans supplémentaires et je le soutiens pleinement. Moi, je fais mon travail en tant que vice-président du groupe et c'est vraiment ma seule volonté aujourd'hui. Merci beaucoup Xavier Iacovelli. Merci d'avoir été notre invité. Dans 20 minutes dans le Club des Territoires, on parlera du régionalisme. Est-il une menace pour l'unité de la République? Ce sera notre débat entre Benjamin Morel et Frédéric Bierry, le président de la collectivité européenne d'Alsace. Et puis on ira en Bretagne, à Vitré, exactement. Mais d'abord, on va accueillir notre prochain invité politique, c'est Renaud Muselier qui nous rejoint.